Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour Kamel. Bonjour. Merci de nous accorder ce temps. J'avais très envie de vous interviewer parce que vous avez une fonction importante au sein des régions de France en ce qui concerne l'orientation. Et je voulais échanger avec vous aujourd'hui sur le rôle des régions en matière d'orientation. Pourquoi est-ce qu'elles s'emparent de plein de sujets d'information sur les formations, les métiers, et qu'est-ce qu'elles font en général? Pourquoi? D'abord parce qu'on a une loi qui a été votée en 2018 qui est sur l'information des métiers, donc c'est quand même une compétence maintenant en région qui ont aujourd'hui la capacité à informer les métiers pour l'ensemble des établissements, pour les élèves de collège, de lycée. Alors je dirais que le lycée, on a l'habitude, puisqu'on a cette compétence régalienne de l'accompagnement des lycéens, même s'il y avait, on va dire, quelques positions un peu compliquées avec l'éducation nationale, qui notamment sur la partie en ICEP, drone ICEP, il y avait un accompagnement avec les conseillers d'orientation de chaque établissement. Ça n'a pas forcément été la bienvenue de nous voir débarquer comme ça, mais je crois qu'il y a suffisamment de quoi faire entre nous et eux. Pourquoi on intervient? C'est parce qu'aussi on a cette compétence économique. Et en fait, la compétence économique sur le territoire nous démontre et nous montre tous les jours d'abord la richesse de nos bassins de vie sur la dynamique de l'emploi, sur des secteurs d'activité très différents en fonction des régions et des départements. Et en même temps, on est face à la réalité, c'est-à-dire celle des chefs d'entreprise qui, peu importe les secteurs, qu'ils soient manuels, qu'ils soient technologiques, qu'ils soient industriels, la difficulté du recrutement qui existe aujourd'hui, qui est un vrai sujet. C'est-à-dire que qui dit recrutement parfois dit manque de vocation, ou qui dit problématique aussi de communication pour connaître les différentes filières des métiers qui existent sur le territoire. Donc, du coup, cette orientation, et pourquoi on est si offensif, c'est qu'en fait, c'est un des maillons de la chaîne qui manque. Si on veut vraiment accomplir cette fonction qui permet d'insérer les jeunes dans l'activité ou leur donner la capacité à finalement juger ce qui est bon, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aimeraient faire, c'est bien sûr aller dès le collège et dès je dirais, la quatrième, troisième. Donc, on est offensif parce qu'on considère que l'orientation est le cœur du sujet aujourd'hui et que force est de constater pour l'ensemble des régions, puisqu'on a fait un certain nombre d'enquêtes auprès des jeunes, l'orientation reste un sujet préoccupant pour nos jeunes. C'est peut-être le sujet de préoccupation premier de l'ensemble des jeunes, et je dis même, bien sûr, aussi des familles, puisque embarquer les jeunes dans cette question d'orientation, c'est bien évidemment embarquer aussi dans l'aventure les familles, parce que s'il manque les familles, il nous manquera une partie du puzzle, clairement. On a sauté direct sur la loi et les compétences, vous n'êtes même pas présenté. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être qui vous êtes et pourquoi est-ce que ce sujet de l'orientation est au cœur, vous, de votre activité, de vos préoccupations? Oui, pardon, donc effectivement, je me présentais. Donc, je suis ariégeois de naissance et de vie. Je suis vice-président de la région Occitanie. C'est mon deuxième mandat, donc en charge de l'éducation, de la jeunesse, de l'orientation et du sport. À l'époque, c'était manquer l'orientation. On a rajouté l'orientation auprès de la délégation d'éducation. Et je suis président délégué de la commission éducation des régions de France et donc de l'orientation. C'est-à-dire qu'au niveau national, je pilote avec l'ensemble des collègues vice-présidents aux côtés de François Bonneau, qui est président de la région Centre-Nord-de-Loire, ces questions d'éducation et d'orientation. Donc forcément, dans ma région, c'est une des préoccupations majeures, pour la simple et bonne raison qu'on est face à une situation que l'on voit, c'est-à-dire ce manque de repères de nos jeunes, cette envie d'essayer de trouver finalement des solutions pour leur avenir, avec beaucoup de questionnements, voire même de grosses interrogations sur leur avenir, et parfois même sur les emplois possibles qui existent sur un territoire. Il y a la dimension des études supérieures et la capacité qu'on peut avoir tous à faire en sorte qu'on ait des possibilités de faire des études supérieures dans l'ensemble des territoires ruraux. C'est vrai que c'est difficile, parce que tout est concentré beaucoup sur les métropoles. En Occitanie, on est en train de s'irriguer, mais clairement, c'est très Montpellier, très Toulouse, et que le reste, la région Occitanie, c'est 13 départements quand même, avec une disparité énorme. Notre objectif avec notre présidente, c'est de focaliser aussi l'offre de formation, je dirais, le fameux bac -3+3, dans les zones aussi un peu éloignées des métropoles. Ça, c'est une partie pour la partie, je dirais, études supérieures ou l'après-bac. Après, il y a la dimension des métiers. C'est-à-dire, quel métier? Parce qu'en fonction du métier qu'on a envie de choisir ou de l'orientation qu'on a envie de choisir, c'est pas la même option que l'on prend sur l'après-bac. Et ça, c'est un sujet majeur. C'est pour ça que cette question d'orientation pour nous est essentielle. Et on s'est vite rendu compte, même s'il y a eu très sincèrement une grosse évolution en 10 ans, le monde de l'entreprise a une place un peu plus importante dans l'éducation nationale, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années en arrière. Il y a quelques années en arrière, c'était inimaginable de concevoir qu'il y ait des relations entre le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation nationale. C'était
bizarre, d'ailleurs c'était assez antinomique. Aujourd'hui, on a passé ça. Il n'y a plus de posture syndicale en la matière. Il y a quand même une ouverture parce qu'on considère que quand même tous, on se bat collectivement pour faire en sorte que chaque jeune puisse s'insérer dans l'activité, dans un emploi pérenne. C'est ça l'objectif. Et c'est vrai que nous, en Occitanie, par exemple, quand on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes se posaient la question sur l'orientation, considéraient que l'orientation pour eux, ils n'avaient pas suffisamment eu d'aide, pas suffisamment d'accompagnement et pas suffisamment de réalité du monde qui les entoure à l'extérieur de l'éducation nationale. Et là, on s'est vite rendu compte qu'il fallait passer le cap. Donc, on a cette compétence d'information de métier qui est arrivée, la capacité d'aller discuter chez les collégiens, de voir les collégiens. Donc, ça veut dire qu'il y a une ouverture pour la première fois d'aller vers les collèges. Ça, c'est énorme parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il faut qu'aujourd'hui, on parle à l'ensemble des établissements scolaires et des professeurs principaux, puisque professeur principal, c'est quelque part le lien indirect et direct avec les élèves. Et là, il faut que chaque DAZEN, chaque recteur joue le jeu là-dessus. Et puis, on a un sujet, c'est comment on amène les métiers dans les établissements. Ça, c'est un peu le pari fou qu'on est en train de mener. Pour vous dire les choses franchement, on fait un salon ID métiers prochainement, expérimental au niveau national. On va ramener des élèves de 4e et 3e au cœur de ce salon ID métiers qui représente des métiers. Pour la première fois, on va inviter des collégiens et on va voir un petit peu avec eux comment ils ont senti les choses. Est-ce qu'il y a des métiers qui les intéressent? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est pas assez tôt? Est-ce qu'ils considèrent que c'est très important pour eux? Et en fonction de ce retour, on peut généraliser cette option-là. Puis la deuxième option, qui est primordiale, en tout cas moi, c'est notre avis à nous en Occitanie, et j'ai discuté avec l'ensemble des collègues régions, ils pensent aussi pareil, c'est de faire venir les branches professionnelles dans les établissements scolaires. C'est en gros avoir des moments dédiés. Ça peut être le salon, ça peut être les branches du BTP, ça peut être l'industrie, l'aéronautique, ça peut être l'agriculture, ça peut être tout un tas de secteurs en fait. L'idée, c'est qu'à un moment donné, on puisse présenter les métiers dans les établissements et que chaque classe, en lien avec les professeurs principaux, puisse venir rencontrer ces différents métiers. Et l'idéal pour nous, pardonnez-moi de ne pas être sympa avec les moins jeunes que nous sommes d'ailleurs, c'est vraiment l'idéal, c'est que les jeunes parlent aux jeunes. Donc c'est bien aussi qu'il y ait un jeune qui quelque part est passé par là, ça peut être un apprenant, pour qu'il puisse un peu expliquer pourquoi ce métier s'en intéressait et qu'est-ce que ça lui a apporté. Et puis derrière, pour terminer sur le propos, il y a un sujet majeur pour nous, c'est la question de la pénurie d'emploi dans certains secteurs. Et on ne peut pas nous satisfaire aujourd'hui d'avoir des demandeurs d'emploi qui sont aujourd'hui en situation de façon importante et en même temps avoir des jeunes qui se posent des questions sur l'avenir et qui en même temps, on les aiguille pas, on leur donne pas la bonne information pour leur dire que dans tel bassin de vie, eh bien, vous savez, vous avez des options dans tel et tel métier. Voilà, il faut les susciter, les vocations. Si on ne les suscite pas, on va avoir une situation où vous aurez de plus en plus de jeunes qui ne vont pas être très tentés par certains métiers parce qu'ils auront encore une image très arrêtée de l'époque. Par exemple, je prends le BTP. Le BTP, aujourd'hui, il y a beaucoup de buts dans le BTP, il y a tous les corps de métier. Ça peut être du CAP, ça peut être du bac pro, ça peut être du bac plus 2, du bac plus 4, plus 5. Et aujourd'hui, les métiers sont quand même aujourd'hui très numérisés. C'est-à-dire 80% des métiers de demain sont autour du numérique. C'est un exemple que je donne, mais ça fait partie des sujets pour nous. C'est quand même quelque part du trop en mieux. Permettre aussi quelque part à ce que susciter des vocations permette aux entreprises locales de pouvoir recruter localement des jeunes en formation chez nous. Merci. Ce que je comprends, c'est que les régions, chacune a peut-être ses priorités en termes de futurs emplois, donc peut-être des priorités d'action. En même temps, il y a des actions qui sont communes, qui sont homogènes. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de laisser à chacune cette prise d'initiative? Parce qu'on voit en faisant le tour des régions des choses incroyables qui sont faites, mais qui sont peut-être pas suffisamment connues et peut-être pas suffisamment réparties sur le territoire. Ouais, après, chaque région va midi à sa porte. Nous, l'objectif, c'est quand même on ne peut pas imaginer que toutes les régions feront les mêmes politiques de la même manière. La réalité de la Bretagne n'est pas celle d'Occitanie. La réalité de l'Île-de-France n'est pas celle du Grand Est. L'essentiel, c'est de converger certaines initiatives. Que ça ne soit pas encore lisible, c'est un peu normal. C'est très récent, c'est tout récent. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives parce que les régions, de ce que je vous dis, en fait, il y a une vraie prise de conscience des politiques. D'abord, c'est bien quand c'est décentralisé, pardon de vous le dire, mais c'est quand même bien de rendre au territoire la capacité de pouvoir être acteur et agir parce que c'est moins lent, c'est moins fastidieux et c'est plus efficace puisqu'on a aujourd'hui des régions qui sont en lien avec le monde de l'économie, donc en lien direct avec une compétence économie, en lien avec les communautés de communes. Et chaque région a initié plein d'idées qui correspondent à leurs besoins. Parfois, mais la fameuse maison mobile de l'orientation, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a pris un peu le pari de ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a des territoires vastes et l'objectif, c'est d'aller vers les établissements, d'aller vers les acteurs et ne pas faire venir les hommes et les femmes, notamment les enfants et les élèves, vers un centre névralgique qui peut être une grosse métropole ou l'hôtel de région. Ça, c'est une donnée nouvelle qui fait qu'on est vraiment dans la décentralisation au maximum. Après, il y a plein d'initiatives.
qui sont parfois en lien avec des maisons de jeunes, avec l'éducation populaire. Je prends l'exemple très concret pour vous donner, c'est pour ça qu'il y a des initiatives très diverses. Aujourd'hui, on a discuté avec un certain nombre de clubs sportifs et de fédérations de se dire, mais pourquoi pas, dans les moments, parce que je vous rappelle qu'on a quand même, je prendrai juste l'Occitanie, mais au niveau national c'est pareil, on a 15 000 licenciés en France, donc beaucoup de jeunes. C'est une porte d'entrée qui n'est pas négligeable pour parler d'orientation. Et c'est pas faire offense au sport que d'un moment donné, on puisse, grâce aux éducateurs, en accompagnant les éducateurs sportifs, qui à un moment donné une séquence, on puisse dire à des jeunes, notamment qui sont dans le statut collégien ou lycéen, leur poser la question de comment ils se voient dans l'avenir, comment ils sont accompagnés et quel est leur ressenti. Voilà, il faut se reposer, il faut s'appuyer sur les acteurs du territoire. La région ne pourra pas aller, je prends l'exemple de ma région, c'est plus de 600 établissements, c'est quasiment 600 000 élèves. Donc vous imaginez la dimension du travail. Et moi, je considère qu'il faut faire du cas par cas si on veut réussir cette question d'orientation. Donc chaque région, on identifie toutes les expertises et l'expérience qu'ont menées les régions. Elles sont en général très complémentaires, mais surtout ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'elles sont évaluées et qu'on les partage entre nous. C'est-à-dire que s'il y a une action qui est bien menée en Bourgogne-Franche-Comté, qu'on considère qu'elle peut être généralisée, il n'y a aucune région qui va se priver de le faire. Et on le fait transpartisan, on n'est pas dans une posture ni politicienne, je vous le dis. Pourtant, on n'a pas les mêmes couleurs politiques, mais pour nous, c'est quand même tout un travail commun qui n'est pas sectaire et qui n'est pas dogmatique. Voilà, on est dans l'efficacité. Si ça marche et que ça fonctionne et que c'est bien ressenti chez les élèves et chez les parents, il faut foncer, il faut le faire et il faut rapidement le faire. Mais écoutez, en tous les cas, je voulais vous dire que ça transparaît quand les explications de chacune des régions que j'ai interviewées, dans la motivation, dans l'énergie qu'ils mettent dans l'ensemble des initiatives. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vos propos. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez ajouter sur cette notion d'orientation générée par les régions? Oui, ce que je veux rajouter, c'est que ça ne peut fonctionner quelque part que si on embarque les parents, on le disait. Il y a un autre élément. Alors, c'est très compliqué les parents parce que on a les fédérations de parents d'élèves qui essayent de travailler, d'être représentatifs. Ça reste difficile, c'est comme la difficulté du bénévolat, hein, c'est qu'on a de moins en moins de parents d'élèves engagés, ça devient très compliqué. Donc il faut trouver le moyen d'embarquer les familles dans cette démarche. Et le deuxième élément qui n'est pas neutre, hein, qui ne peut pas marcher si on ne les amène pas avec nous, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les professeurs principaux. Je vais insister là-dessus parce que les professeurs principaux, ils ont ce rôle-là un petit peu, et nous, on doit se plier sur eux, et on doit passer bien évidemment par les principaux de collège ou les proviseurs, mais aussi par les inspecteurs d'académie et les rectorats. En d'autres termes, il faut que l'ensemble des rectorats et des DAZEN et les professeurs principaux soient dans une démarche de co-construction avec nous. Si nous, on amène cette option-là d'aller vers avec des métiers qui viennent se présenter, mais qu'on a des freins et qu'il n'y a pas trop de mobilisation parce que pour X et Y chose, ça ne marchera pas. On a besoin des 3 maillons. Voilà. Les maillons, c'est bien sûr les élèves, mais il n'y a pas de discuter, les professeurs principaux, les entreprises, mais je peux vous dire que dès lors qu'on a proposé ça, les entreprises sont totalement partie prenante et c'est leur intérêt de susciter des vocations dans leurs différentes branches. Et puis les parents d'élèves, il faut trouver un moyen de les associer et totalement de les mettre dans la dynamique. Et on a une option, mais je vais vous le dire là-dessus, parce que le numérique est une source parfois difficile, mais parfois très intéressante. Je prends l'exemple de l'UNT, qui est aujourd'hui l'espace numérique du travail, qui est quand même très sollicité, qui est très utilisé par l'ensemble des enseignants, des parents ou des élèves, sont aujourd'hui pour nous une véritable source de communication et de discussion avec l'ensemble des parents et des familles. Parce que là, c'est une manière aussi de parler à tout le monde. Nous, on a mis en place, par exemple, l'ordi en région Occitanie, l'ordi qui distribue à l'ensemble des élèves de la région, parce que 100% des élèves aujourd'hui des établissements scolaires ont l'ordinateur, donc on a la capacité de communiquer avec eux. Je ne parle pas de communication directe, hein, il y a le RGPD bien évidemment, mais via l'ENT, on a la capacité aujourd'hui, et en plus avec la carte jeune, à pouvoir véritablement être en lien avec ces familles, avec les élèves, c'est-à-dire les sensibiliser et leur donner l'information. Voilà. Parce que quand on est sur une échelle aussi importante, si on veut réussir ce pari, à mon sens, ça ne passera que par du sur-mesure. Les salons, c'est très bien, il faut continuer, mais ce n'est que la petite partie de l'iceberg, en fait, c'est la toute petite face, et que si on va marquer tout le monde et être dans une efficacité à moyen terme, c'est-à-dire moyen terme, pour moi, c'est dans les 6-7 prochaines années, ben, il faut faire du sur-mesure et y mettre les moyens. Et là, pour le coup, on aura besoin d'avoir des moyens aussi à l'accompagnement de l'État, puisque pour faire un travail aussi colossal que celui-là, il va falloir que tout le monde s'y mette, et notamment l'État avec les services d'éducation nationale. C'est très clair. Merci beaucoup de ce partage d'informations et de votre enthousiasme et de tout votre travail sur ce projet-là. Merci beaucoup et Merci bon après-midi.
Merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédiger votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.